Chers amis, bonjour. Cette chaîne est dédiée au jeu Magic the Gathering au format commandeur multijoueur pour être plus précis. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Si vous êtes fan de Pirates des Caraïbes, vous allez adorer ce commandeur. Il s'agit de Xavier Sal, le capitaine infesté, qui semble être un compagnon de Jack Sparrow, tout droit sorti du film. Il sort sur une noire, une verte et une bleue. Il est 3-3, ce qui est pas mal pour 3 mana. C'est un humain fongusé pirate et il a deux capacités. C'est surtout ça qui nous intéresse évidemment. La première, c'est qu'on peut l'engager pour retirer un marqueur d'un autre permanent que nous contrôlons afin de peupler. Et la deuxième, c'est qu'on peut l'engager pour sacrifier une autre créature afin de proliférer. Chacune de ces capacités ne peut être utilisée qu'à la vitesse d'un rituel, c'est-à-dire uniquement pendant notre tour et quand la pile est vide. Donc pas en plein combat ou pas pendant qu'on est en train de lancer un autre sort par exemple. Alors peupler, ça signifie qu'on va créer un jeton qui est une copie d'un autre jeton de créature que l'on contrôle. Très important, on ne peut pas copier les jetons non créatures. Par exemple un jeton trésor, on ne peut pas le copier. Sauf si on a trouvé un moyen de transformer ce jeton trésor en jeton créature aussi évidemment. Et proliférer, ça signifie qu'on va choisir n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, et pour chacun d'entre eux, on va leur donner un marqueur supplémentaire de chaque sorte de marqueur déjà présent. Bien sûr, comme dans tous les decks, il y a de la rampe et c'est très très important d'en avoir suffisamment. Alors la plupart de nos effets de rampe sont synergiques avec notre commandeur, ce que je vous recommande de faire d'ailleurs dans tous vos decks. Donc ce chapitre sera assez court parce que je n'ai parlé ici que des effets de rampe qui n'ont pas de synergie particulière avec notre commandeur, c'est-à-dire le cachet d'ésotérisme et la sphère de commandement. Voilà, ce chapitre est terminé, passons à la suite. Dans ce chapitre, nous allons parler de prolifération de marqueurs plus un plus un. Évidemment, notre principale source de prolifération, ça va être notre commandeur, puisque c'est une de ses capacités de base. Et je tiens à préciser que j'ai pas voulu faire un deck basé sur les marqueurs plus un parce que j'en ai déjà fait d'autres, et il y a d'autres mécaniques plus intéressantes que ce commandeur pour jouer là-dessus de toute façon. Mais il y en a néanmoins quelques-uns parce que ça reste très fort. Nous n'avons mis que 3 cartes dans ce chapitre parce que nous avons d'autres cartes qui font des effets identiques, mais elles font d'autres choses et sont donc liées à d'autres chapitres. Nous avons donc le Bastion de Karn. C'est un terrain qui va nous permettre pour 4 mana incolores et en l'engageant de pouvoir proliférer. C'est un bonus supplémentaire même si on s'en servira normalement relativement peu. Le maître biomancien est extrêmement puissant, on le connaît déjà, on l'a vu dans d'autres de nos decks. Il dit qu'à chaque fois qu'une autre créature que nous contrôlons arrive sur le champ de bataille, elle arrive avec sur elle un nombre de marqueurs plus un supplémentaire égal à la force du maître biomancien. Et elle est un mutant en plus de ses autres types. Alors dans les decks habituels, le fait d'être un mutant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous verrez qu'il y a une petite synergie avec une autre carte qu'on verra plus tard. Le Novigien, le cœur du progrès, c'est un terrain lui aussi, et il dit que pour une mana verte et une bleue, quand on l'engage, on va pouvoir mettre un marqueur plus un sur chaque créature qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Et ça, par contre, ce sera souvent très utile pour nous parce qu'on a pas mal de choses qui vont nous mettre des petits jetons en jeu. Et ces jetons, en général, seront utilisés pour être sacrifiés pour proliférer. Mais on pourra aussi, du coup, retirer les marqueurs plus un qu'il y a dessus pour pouvoir peupler et donc créer un nouveau jeton qu'on pourra ensuite plus tard sacrifier éventuellement. Donc le Novigien a une synergie très intéressante avec le maître biomancien par exemple ou avec notre commandeur. Voilà, on va pouvoir parler maintenant de notre vraie base de mana améliorée puisque nous avons beaucoup de cartes qui donnent de la mana en fonction du nombre de marqueurs qu'il y a dessus et comme on peut proliférer, ces cartes sont vraiment très intéressantes dans notre deck évidemment. Commençons par ces trois cartes. La cornucopée astrale et le calice toujours ruisselant vont fonctionner exactement sur le même modèle. Ce sont des artefacts qui vont arriver en jeu avec un certain nombre de marqueurs charge sur elles et ils vont nous donner de la mana, soit colorée pour la cornucopée, soit incolore pour le calice, en fonction du nombre de marqueurs charge qu'ils ont. Et évidemment, notre but va être de proliférer. En général, on va les jouer pour le coût minimal possible, donc 3 mana pour la cornucopée et 2 mana pour le calice afin qu'ils arrivent avec au moins un marqueur sur eux. Et ensuite, la prolifération fera le reste pour faire grandir ces sources de mana qui nous donneront chaque tour de plus en plus de mana. Le réseau des anneaux de mage fonctionne un peu différemment. Lui va nous permettre de pouvoir stocker de la mana, mais quand on va utiliser les marqueurs, on va la perdre. Alors déjà, il nous donne de la mana normalement, hein, bien sûr. À chaque fois qu'on aura un petit peu de mana de côté en fin de tour d'un adversaire, par exemple, on pourra taper une mana et l'engager pour rajouter un marqueur stock sur lui. À chaque fois qu'on va proliférer, on va pouvoir rajouter des marqueurs stock sur le réseau des anneaux de mage. Et à tout moment où on aura besoin d'un petit boost de mana, on va pouvoir l'engager, retirer n'importe quel nombre de marqueurs stock et ajouter autant de mana incolore que la quantité de marqueurs ainsi retirés. C'est pas ultime, c'est pas hyper puissant comme mécanique parce que ça prend assez longtemps à charger, mais c'est, on va dire, presque gratuit puisqu'une fois que le terrain est là et qu'il a un marqueur, sans rien faire de spécial, on va pouvoir en rajouter dessus.
On a ensuite 2 grands classiques à nouveau, la druidesse d'incubation et le sage de la spirale, qui vont chacun nous donner autant de mana que leur force, ou que le nombre de marqueurs plus un qu'il y a sur eux, ce qui revient à peu près au même. Notons que je n'ai pas rajouté ici le Kami des espoirs susurrés, mais il y rentrerait très très bien dans ce deck. J'ai pas voulu que le deck soit trop orienté vers les marqueurs +1/+1, mais néanmoins il rentre vraiment très bien dans le deck, il n'y a pas de souci si vous voulez le rajouter. Conforme à la prédiction est un enchantement qui est très intéressant dans notre plan de jeu, puisqu'il dit qu'au début de notre entretien, on va mettre un marqueur temps sur lui, et à chaque fois qu'on va proliférer, on va pouvoir rajouter un marqueur temps sur lui, ce qui veut dire que normalement, si tout tourne bien, on va mettre au minimum 2 marqueurs temps sur lui par tour, et ça veut dire qu'au bout du deuxième tour seulement, il va commencer à être extrêmement rentable, puisqu'il aura déjà 4 marqueurs temps sur lui. Bref, une fois par tour, il dit qu'on va pouvoir payer 0 à la place du coût de mana d'un sort, dont le coût converti de mana est inférieur ou égal à X que nous lançons, X étant le nombre de marqueurs temps sur conforme à la prédiction. Autrement dit, s'il a 4 marqueurs temps sur lui, on peut lancer un sort dont le coût en mana vaut jusqu'à 4 sans payer le coût. Attention, les sorts qui ont X dans leur coût d'invocation, si on les paye sans payer le coût, le X voudra 0, donc c'est pas très intéressant, mais il n'y en a pas dans notre jeu de toute façon, donc on ne sera pas embêté par cela. Enfin, s'il y en a un, mais bon, on le paiera normalement. Ensuite, nous avons Summon Fenrir, invocation Fenrir en français. C'est une carte que j'utilise énormément dans beaucoup de mes decks, je la trouve géniale. Donc déjà, pour une verte et deux colorless, on obtient une créature 3/2, ce qui est plutôt sympathique. On va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la met en jeu engagé et on mélange. Autrement dit, ça nous fait ramper un terrain, ce qui est encore une fois très intéressant, surtout dans un deck 3 couleurs. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que c'est aussi une créature saga. Ça veut dire que chaque tour, on va mettre un marqueur Sapiens dessus, qu'on va pouvoir retirer grâce à notre commandeur pour pouvoir peupler. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va retirer ce marqueur, on va peupler, mais à chaque fois qu'on va retirer ce marqueur, on va aussi prolonger la durée de vie de Fenrir et redéclencher les effets. Si par exemple on enlève le marqueur 1 de la saga et on redéclenche l'effet 1 au tour d'après. Si on enlève le marqueur 2, on redéclenche l'effet 2 au tour d'après. Et parlons justement de l'effet 2, il dit qu'au prochain sort de créature qu'on va lancer ce tour-ci, elle arrivera en jeu avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Dans un jeu prolifération, c'est évidemment très intéressant. Autrement dit, tout dans cette carte synergise avec notre commandeur. Il a des marqueurs, il nous fait ramper, il a besoin qu'on lui enlève des marqueurs, il rajoute des marqueurs aux autres créatures, il fait absolument tout ce qu'on a envie qu'il fasse. Pam pam, padadam pam, padadam pam, padadam pam. Alors, commençons par une créature qui est très ancienne, hein, ça date du début de Magic. Je me rappelle encore qu'à l'époque, on trouvait ça absolument gigantesque comme carte. Donc, elle sort sur 2 manas, elle s'appelle la Spore Flower. Elle sort sur 2 manas vertes, elle est 0/1. Elle dit qu'au début de notre entretien, on va mettre un marqueur sport sur elle. Et ensuite, on peut retirer à tout moment 3 marqueurs sport sur elle. Si on le fait, on prévient tous les dégâts de combat qui devraient être faits pendant le tour. Autrement dit, on fait un effet qu'on appelle un fog, un brouillard. Donc évidemment, avec un commandeur qui nous permet de proliférer, donc de mettre plus qu'un marqueur par tour, on peut rapidement réussir à mettre les 3 marqueurs nécessaires et donc pouvoir bloquer complètement l'attaque d'un joueur. Si on est capable de proliférer au moins 2 fois dans notre tour, ça veut dire que potentiellement on peut bloquer complètement une attaque d'un joueur chaque tour. C'est très 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 puissant, croyez-moi. Les adversaires vont vraiment avoir envie de gérer rapidement cette créature. Ensuite, on a un petit éphémère de Final Fantasy qui est sympathique, en plus d'être joli, le Magic Dumper, donc invulnérabilité magique. Pour une mana bleue, on va donner Hexproof, donc défense talismanique à une de nos créatures, lui donner +1/+1 et la détaper. C'est très très intéressant. Si jamais notre commandeur était géré pendant notre tour par une menace adverse, en plus, on va pouvoir le détaper et donc le réutiliser. C'est un petit bonus qui ne servira pas tout le temps, mais bon, c'est un petit bonus sympathique quand même. Perdu dans le labyrinthe est un enchantement très intéressant. Donc il a le flash et il coûte 2 mana bleus et X. Et quand il arrive en jeu, on va pouvoir engager X créatures ciblées. On pourra éventuellement même engager une des nôtres et vous allez voir que c'est intéressant. On mettra un marqueur étourdissement sur chacune des créatures que nous ne contrôlons pas qui ont été engagées par cet effet-là. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que comme on prolifère, à chaque fois qu'on prolifère, on va pouvoir rajouter des marqueurs étourdissement. C'est-à-dire que ces créatures-là ne détaperont plus tant qu'on va pouvoir proliférer. C'est très très violent comme effet. Et ensuite, il dit aussi que les créatures engagées que nous contrôlons ont la défense talismanique. Ça veut dire qu'il va continuer à avoir un effet important dans le jeu, même une fois que son effet d'arrivée en jeu sera passé. Notre commandeur sera engagé quasiment tout le temps, hein, puisque de toute façon, pour l'utiliser, il faut l'engager. Donc ça veut dire que notre commandeur aura la défense talismanique pratiquement pendant tous les tours de nos adversaires, y compris pendant nos tours. Mais comme il utilise la vitesse d'un rituel, ce sera forcément moins intéressant. On pourra toujours le cibler avant qu'on l'engage.
Ensuite, nous avons donc ce petit éphémère répudié qui dit contrecarrer une capacité activée ou déclenchée ciblée. Ça aussi, ça pourra nous permettre de protéger nos cartes contre des effets déclenchés ou activés. C'est très intéressant. Néanmoins, le sort a aussi une deuxième partie qui est un rituel qui s'appelle répliquer et qui lui aussi peut être très puissant dans notre deck puisqu'il dit qu'on va pouvoir créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que nous contrôlons. Alors évidemment, on va pas cibler une créature légendaire pour ça parce que sinon on perdrait le jeton immédiatement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jeton, ensuite, à chaque fois qu'on va peupler, on va pouvoir le copier. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir créer des copies chaque tour, ou pratiquement chaque tour, de quasiment n'importe quelle créature non légendaire de notre deck. Je vous laisse imaginer les dingueries qu'on peut faire avec ça. Et pour clore ce chapitre, l'archimage du Vallon d'Elendra. Elle, une fois qu'elle est en jeu et qu'on est installé, elle devient absolument ingérable pour nos adversaires. Elle a le vol, elle est de 2, elle sort sur 4 mana et elle dit que pour une mana bleue, on peut la sacrifier afin de contrecarrer un sort non créature ciblé. C'est évidemment incroyablement puissant et surtout qu'elle va revenir en jeu avec un marqueur -1/-1 sur elle si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 au moment où on a déclenché cette capacité. Je vous montre 2 synergies absolument, dingues avec cette carte. La première, c'est Xavier Sal, puisqu'on va pouvoir retirer un marqueur d'un autre permanent afin de pouvoir peupler. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser l'archimage du Vallon d'Elendra pour pouvoir contrer un sort, grâce à notre commandeur, on va ensuite pouvoir lui retirer le marqueur -1/-1 qu'elle a pour peupler et pouvoir la réutiliser. Et la synergie avec le maître biomancien est peut-être encore pire, parce que lui il dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, il rajoute des marqueurs +1/+1. Les marqueurs +1/+1 annulant les marqueurs -1/-1, ça veut dire qu'on va pouvoir réutiliser l'archimage dès qu'elle revient en jeu, tout de suite, immédiatement, à condition qu'on ait simplement une mana bleue disponible. Ça veut dire que potentiellement, si on a 3 mana bleues disponibles à la fin d'un tour, on peut contrer 3 sorts dans le même tour. C'est très 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 puissant. Pam, 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 padam. Cette saga est très puissante, mais je voudrais passer un petit peu de temps pour expliquer une mécanique qui va être utile et qui va se répéter sur beaucoup de cartes de notre deck. La fugacité est une saga, ça veut dire qu'elle a des marqueurs sapiens qui vont se rajouter chaque tour dessus. Notre commandeur dit qu'on peut retirer un marqueur d'un permanent pour peupler, donc on va pouvoir retirer des marqueurs de cette saga, et donc la conserver plus longtemps bien entendu, pour pouvoir créer une copie d'un jeton de créature qu'on contrôle déjà. Sachant que cette saga crée elle-même des jetons de créatures, en l'occurrence des créatures qui ont la vigilance et l'initiative, et donc, on va pouvoir créer des nouveaux jetons de ce type-là à chaque fois qu'on va retirer un marqueur de notre saga. Mais notre commandeur dit aussi qu'on peut sacrifier une créature pour proliférer. Ça veut dire que les créatures que cette saga va créer, on va pouvoir les sacrifier pour proliférer et donc rajouter des marqueurs ailleurs ou même éventuellement sur cette saga, créant une sorte de boucle. Et enfin, pour finir, cette saga en elle-même fait partie du chapitre gestion parce que son chapitre 1 et son chapitre 3 disent qu'on va choisir une créature ciblée et son propriétaire va la mélanger dans sa bibliothèque et ensuite il va pouvoir enquêter, c'est-à-dire créer un jeton indice. C'est un effet de gestion particulièrement puissant parce que si on lui met sa créature dans son cimetière, il y a toujours un moyen qu'il puisse la récupérer. Par contre, si on la mélange dans sa bibliothèque, alors là, en général, il pourra vraiment avoir beaucoup de mal pour la retrouver rapidement en tout cas. Nos 3 prochains sortes de gestion sont encore des sagas, toujours sur la même idée. Ça fait des marqueurs qu'on va pouvoir retirer de notre saga grâce à notre commandeur pour pouvoir peupler, et ça nous intéresse. Emprisonnement des dieux anciens, quand il arrive en jeu, on va pouvoir détruire un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. C'est très puissant, hein. Pour 4 mana, on détruit n'importe quel permanent. En 2, on va pouvoir chercher dans la bibliothèque une carte de forêt, donc pas forcément une forêt de base d'ailleurs, et la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Ça aussi, c'est toujours bien et toujours très bon à prendre. La dernière capacité dit que nos créatures gagnent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ça reste plus anecdotique. La redescence de l'aîné, elle dit que chaque adversaire va sacrifier une créature ou un Planeswalker lorsque la saga arrive en jeu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, mais on va pas pouvoir choisir ce qu'on détruit. C'est un peu dommage. L'étape 2, c'est que chaque adversaire se défausse d'une carte. Bon, j'avoue, c'est sale, mais dans un deck qui s'appelle Xavier Sale, vous attendiez à quoi? Excusez-moi, il fallait que je la fasse. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ou de Planeswalker ciblée depuis un cimetière. Ça, c'est le troisième effet. Et il est un petit peu intéressant de rester dessus 2 secondes parce que on va pouvoir mettre sur le champ de bataille une carte d'un cimetière d'un adversaire éventuellement. Si on a un effet nous permettant de copier cette carte, ça veut dire qu'on va pouvoir créer plus tard des jetons d'une créature qui n'était même pas dans notre deck au départ. C'est très intéressant. La cruauté de Jix, quant à lui, il a la lecture rapide, ça veut dire qu'on peut aller directement au chapitre 2, voire au chapitre 3. Le chapitre 1 est déjà assez intéressant, parce qu'un adversaire ciblé va révéler sa main, on va y choisir une carte de créature ou de Planeswalker et il va la défausser. Donc ça permet de gérer une menace avant même qu'elle arrive sur le board. C'est très intéressant, surtout pour contrer les créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu. Et l'étape 2, qui est évidemment celle qui nous intéressera le plus, c'est chercher une carte dans notre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez et vous payez 3 points de vie. Autrement dit, pour 3 points de vie, on peut aller chercher absolument n'importe quelle carte
dans notre bibliothèque. Mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une carte de créature ciblée d'un cimetière. C'est l'étape numéro 3. Et évidemment, on n'en reparle pas, on vient de le voir avec la renaissance de l'aîné. Donc, trois sagas qui sont à la fois des effets de gestion, mais qui font d'autres choses. De la rampe, du tutor, de la réanimation. C'est vraiment très polyvalent. Et encore une fois, ça synergise avec notre plan de jeu. Et pour finir avec la partie gestion, encore deux sagas, dont une qui est une créature saga et un petit artefact. Alors, l'invocation Valfor est une saga créature qui est 5/4 avec le vol pour 5 mana, ce qui est déjà assez correct, hein. Quand elle arrive en jeu, chaque adversaire va choisir une créature avec le plus grande valeur de mana et il va renvoyer cette créature dans sa main. C'est très puissant parce que ça ne cible pas les créatures, donc même une créature qui a la protection ou la défense talismanique va dégager grâce à ça. L'étape 2, 3 et 4 dit qu'on va taper une créature ciblée et mettre un marqueur étourdissement dessus. Ça veut dire qu'à son étape de dégagement, au lieu de la détaper, son contrôleur va pouvoir enlever un marqueur étourdissement. Bien sûr, nous, à chaque fois qu'on va proliférer, on va rajouter un marqueur dessus, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va activer le chapitre 2, 3 ou 4 de cette saga, on va potentiellement neutraliser une créature pour très longtemps. C'est très très puissant. Le temps des glaces, synergisant un petit peu avec ça, hein, c'est la même stratégie, lui dit qu'on va engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle à l'étape 1 et à l'étape 2, et qu'elle ne se dégagera pas pendant l'étape de dégagement de son prochain tour. Et pardon, tant qu'on contrôle le temps des glaces, c'est encore pire. Et l'étape 3 du temps des glaces, qu'on utilisera une fois qu'on a vraiment un maximum de créatures engagées chez nos adversaires, dit qu'on va renvoyer toutes les créatures engagées dans les mains de leur propriétaire. Évidemment, ça sera en général l'équivalent d'une sorte de gestion de masse asymétrique. Ce sera très très puissant. Ça pourra même parfois nous donner la victoire. Le canon Lusk, quant à lui, est un artefact extrêmement puissant. À chaque fois qu'on l'engage, on pourra mettre un marqueur charge sur lui. Le but ensuite, ce sera de proliférer pour en rajouter le plus possible. Et à chaque fois qu'on va l'engager, on va pouvoir retirer 3 marqueurs charge pour détruire n'importe quel permanent ciblé. Même un terrain. C'est vraiment oufissime comme c'est fort. Pourquoi n'utiliserions-nous notre commandeur qu'une seule fois par tour? On est des pirates. Allez, on va tricher. Le fidèle de Kiora, le vizir de la chute du sable et le guide Kelpie. Ces trois créatures très puissantes vont nous permettre de pouvoir dégager un autre permanent ciblé. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je vais essayer de prendre un peu de temps, parce que ça fait plein de choses. D'abord, ça nous permet de détaper notre commandeur pour pouvoir le réutiliser, évidemment, et c'est la principale chose qu'on va vouloir faire avec ces trois créatures. Mais ça peut aussi être utilisé, entre guillemets, pour ramper en début de partie, puisqu'on peut aussi détaper un terrain, bien entendu, pour pouvoir avoir une mana supplémentaire. Ne sous-estimez surtout pas ces aspects de ces cartes parce que je m'en suis servi plein de fois quand je l'ai joué. Mais enfin, il y a une dernière chose très importante, c'est que si jamais on arrive à créer une copie d'une de ces cartes grâce à un rituel qui permet de créer un jeton de copie, par exemple, on va pouvoir ensuite peupler et donc créer des copies d'une carte qui permettent de détaper notre commandeur pour le réutiliser et donc créer une copie qui permet de détaper notre commandeur pour le réutiliser. Bref, vous voyez où je veux en venir, ça peut vite faire des dingueries. Bref, ces trois cartes sont apparemment inoffensives mais peuvent devenir très puissantes dans notre deck. Elle était trop puissante et trop évidente pour qu'on la mette pas dans le deck, surtout qu'elle est forte même indépendamment. Voici la petite combo infinie de notre deck. Yorette de la Maison de la Guérison et Marvin Mimique Meurtrier, tous les deux indépendamment déjà font parfaitement ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire permettre de réutiliser plusieurs fois notre commandeur dans le même tour. Yorette va nous permettre de dégager un autre permanent ciblé, encore une fois ça peut être un terrain en début de partie pour ramper, mais surtout elle nous permet de détaper deux autres créatures légendaires ciblées, et donc évidemment notre commandeur sera une des deux. Marvin, quant à lui, il a les capacités activées de toutes les créatures que l'on contrôle qui n'ont pas le même nom que lui. Autrement dit, il va pouvoir avoir les capacités de Yorette et de notre commandeur. Donc, on va engager notre commandeur pour déclencher une de ses capacités. On va ensuite engager Marvin pour utiliser une même capacité qu'une de nos commandeurs. On va utiliser Yorette pour détaper les deux autres. Et ensuite, on va utiliser Marvin pour utiliser la capacité de Yorette et redétaper Yorette, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir utiliser notre commandeur autant de fois qu'on le pourra dans le tour. C'est très, très, très puissant. Si on a ce qu'il faut en jeu, en général, c'est même une victoire immédiate. Kiora, la maîtresse des profondeurs, n'est pas le seul Planewalker du jeu, mais c'est le premier en tout cas qu'on va présenter. Alors, les Planewalkers, c'est très intéressant dans notre plan de jeu parce qu'ils ont des marqueurs qu'on va pouvoir retirer pour peupler ou on va pouvoir en rajouter en plus grâce à la prolifération. Donc, ça synergise très bien avec notre plan de jeu. Pour plus un, Kiora, elle dit qu'on va pouvoir détaper une créature et qu'on va pouvoir détaper un terrain. Donc déjà, ça nous fait de la mana en plus, mais surtout, on peut détaper notre commandeur et utiliser donc deux fois dans le même tour, ce qui veut dire que potentiellement, dans un même tour, sans aucun autre effet particulier, on va pouvoir proliférer deux fois et donc mettre en tout trois marqueurs sur elle. C'est très très fort. Le -2, on l'utilisera relativement peu parce qu'il nous force à mettre des cartes au cimetière, mais on verra plus tard que ça peut quand même être intéressant dans notre plan de jeu selon ce qu'on sort. Et enfin, le -8, il est très très puissant. On gagne un emblème qui dit qu'on va créer 3 jetons
de créatures 8/8 bleu, pieuvre, mais surtout que chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous notre contrôle, on va pouvoir faire en sorte qu'elle se batte contre une créature. Autrement dit, nos 3 jetons 8/8 vont pouvoir se battre contre, 3 créatures adverses. En général, elles vont les fumer, hein, parce que des 8/8 c'est quand même, pas évident. Et donc ça veut dire qu'on fait un effet quand même très, 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 très puissant, sans compter qu'ensuite on va pouvoir peupler, donc créer à nouveau des 8/8 qui vont fumer des créatures adverses. Le prisonnier zéro, quant à lui, est une saga. Alors, le premier chapitre de la saga nous sert absolument à rien. Il n'y a pas de docteur dans notre deck, malheureusement. Donc ça servira éventuellement juste à avoir une saga qui nous permet de retirer des marqueurs pour pouvoir peupler. Le niveau 2 par contre va nous créer un jeton nourriture et un jeton humain. Alors le jeton humain lui sera là pour être bien sûr sacrifié, mais on peut éventuellement le faire peupler de temps en temps pour en sacrifier plusieurs après éventuellement. Donc ça aura toujours une utilité. Le jeton nourriture c'est plus anecdotique, mais ça reste quand même une source de points de vie, on sait jamais, ça peut toujours aider. Mais surtout la troisième étape du prisonnier zéro, c'est qu'on va pouvoir créer un jeton qui est une copie d'une créature, sauf que le jeton s'appelle le prisonnier zéro au lieu de s'appeler Xavier Sal par exemple. Donc on va pouvoir copier notre commandeur et l'utiliser donc une fois de plus chaque tour. Alors on ne pourra pas peupler sur ce jeton parce que le jeton lui-même est légendaire, mais ça reste quand même un deuxième commandeur, c'est toujours bon à prendre, on est bien d'accord. Du sang et des âmes pour mon seigneur Morgoth. Ah non, pardon, je me trompe d'univers. Alors, dans nos machines, chair à canon, le premier, l'indolent des gouffres est très intéressant. Il synergise très bien avec notre commandeur, ce qui fait absolument plein de choses. D'abord, chaque tour, on va piocher, on va mettre un marqueur plus un sur lui et on va pouvoir éventuellement retirer ce marqueur plus un pour pouvoir peupler, ce qui est déjà très intéressant. Ensuite, quand il va mourir, autrement dit quand on va le sacrifier, on va créer X jetons de créatures 1/1 bleu calamar avec la traversée des îles, X étant le nombre de marqueurs plus un qu'il y avait sur l'indulent des gouffres au moment où on l'a sacrifié. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir potentiellement créer X jetons qu'on pourra sacrifier ou qu'on pourra peupler si on a envie de les garder pour attaquer, si par exemple un adversaire a des îles. C'est donc dans tous les cas très très puissant. La Blérelle au chapeau vert, quant à elle, alors on va pouvoir déjà la lancer pour une verte et deux corless en tant que éphémère d'aventure, créant deux jetons saproling qu'on pourra donc du coup sacrifier grâce à notre commandeur, mais on pourra éventuellement les garder si on n'en a pas besoin pour faire autre chose, puisque elle dit, quand elle arrive en jeu, en tout cas, il faut qu'elle soit en jeu bien sûr, que chaque fungus et saproling que l'on contrôle peut être engagé pour nous donner une mana verte. Notons que notre commandeur est lui-même un fungus, mais bon, ça c'est rarement intéressant quand même malgré tout. Et au début de notre étape de fin, on va pouvoir créer un jeton Saproling 1/1. Ça veut dire que déjà, on va avoir beaucoup de mana grâce à ça, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir chaque tour créer un jeton qu'on pourra sacrifier si on en a envie. Si on n'a pas envie, on pourra aussi peupler ces jetons pour avoir encore plus de mana. Enfin bref, dans tous les cas, dans tous les sens, ça synergise. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des créatures qui sont capables de revenir toutes seules depuis le cimetière, mais évidemment, on a envie qu'elles fassent d'autres choses, sinon c'est pas intéressant. Commençons par le mortelin. Lui, pour une mana noire, on va pouvoir lui donner la survivance jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que s'il meurt et qu'il n'avait pas de marqueur plus un sur lui, on peut le ramener directement en jeu. Bien entendu, le but sera de le sacrifier, de le ramener en jeu grâce à cette capacité et de lui enlever le marqueur plus un pour pouvoir peupler. En plus, il va pouvoir avoir jusqu'à la fin du tour la menace et le contact mortel pour 2 mana noirs, ce qui veut dire que quand on attaque avec, on va pouvoir potentiellement tuer 2 créatures adverses. C'est vraiment très très synergique dans notre plan de jeu. L'hybride Vidale, quant à lui, il a le vol, il a le toxique, c'est ça qui nous intéresse bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a mis, et surtout il dit qu'à chaque fois qu'on prolifère, on va pouvoir le renvoyer depuis notre cimetière dans notre main. Donc ça veut dire que si on le sacrifie pour proliférer, on le sacrifie, il va au cimetière, ensuite on prolifère, il revient dans notre main. Si jamais on arrive à toucher l'adversaire une fois avec, il va gagner un marqueur poison, et chaque fois qu'on va proliférer, on peut lui rajouter un marqueur poison, et dès qu'il atteint 10 marqueurs poison, il perd la partie, quelle que soit la quantité de points de vie qu'il pouvait avoir. Bref, ces deux cartes synergisent vraiment très bien avec notre plan de jeu. Venser, marionnette, cadavre. Lui aussi, il synergise parfaitement dans notre plan de jeu. Bon, d'abord, il a le lien de vie et toxique 1 et il sort très vite, donc il pourra, si on l'a en début de partie, rapidement mettre un marqueur infection à un adversaire. Si on est en fin de partie, ce sera plus compliqué de le faire, mais c'est pas grave. Et surtout, sa capacité principale, celle qui nous intéresse, dit qu'à chaque fois qu'on prolifère, on va pouvoir créer un jeton de créature 3/3 qui est légendaire, on pourra en avoir qu'un seul. Mais bien entendu, notre but va être de le sacrifier pour pouvoir proliférer et donc recréer un jeton de créature et ainsi de suite. C'est vraiment très très intéressant. Et si on n'a rien de mieux à faire, quand on prolifère, on peut dire que ce jeton de créature acquiert le vol et le lien de vie. Autrement dit, on aura une créature 3/3 vol lien de vie pendant notre tour pour pouvoir attaquer et récupérer un peu de points de vie, c'est bonus.
Le ver de récif est une créature qui est typiquement là pour être sacrifiée grâce à notre commandeur. Lorsqu'il va mourir, on va pouvoir créer un jeton de créature 3/3 bleu poisson qui a comme capacité que lorsque lui-même meurt, on va créer un jeton de créature 6/6 bleu baleine. C'est déjà pas mal, mais c'est pas encore fini. Parce que cette baleine, quand elle meurt, on va pouvoir créer un jeton de créature 9/9 bleu kraken. Et lui, bien sûr, on va utiliser notre commandeur pour le peupler afin d'avoir plein de jolis petits kraken. Que serait un épisode de Pirates des Caraïbes sans un beau gros kraken? La boue mitotique fonctionne un petit peu comme le ver de récif, mais il est à la fois mieux et moins bien. Quand il meurt, bon déjà c'est un 4/4 pour 5, quand il meurt on va créer deux jetons de créatures 2/2, verte limon, sur lesquels on va pouvoir peupler, et eux-mêmes ils ont que quand ils meurent on crée deux jetons de créatures 1/1 verte limon qu'on pourra sacrifier pour proliférer. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait ça nous génère automatiquement des moteurs de sacrifice, et dès lors qu'on va pouvoir peupler, ça va nous créer plusieurs moteurs de sacrifice d'avance pour pouvoir proliférer. La cuve de mimétisme est un des artefacts les plus puissants de notre jeu dans notre plan de jeu. Il dit qu'à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, on va pouvoir exiler cette carte, et si on fait ainsi, on va pouvoir renvoyer chaque autre carte exilée par la cuve de mimétisme dans le cimetière de son propriétaire. Et ensuite, pour 3 incolores, on peut engager la cuve de mimétisme pour créer un jeton qui est une copie de la carte exilée par la cuve de mimétisme. Il acquiert la célérité et on va ensuite exiler ce jeton au début de l'étape de fin. Notons que le fait qu'il soit exilé au début de l'étape de fin n'est pas une caractéristique qui s'ajoute aux capacités du jeton, c'est vraiment quelque chose qui est mis en pile par la cuve de mimétisme. Ça veut dire que si on peuple, donc on crée une copie de ce jeton, sa copie ne sera pas exilée au début de l'étape de fin. Donc à chaque fois qu'une créature puissante d'un adversaire va mourir, par exemple, on va pouvoir l'exiler, créer des copies de cette carte et puis ensuite peupler pour en créer plein de copies. Évidemment, la cuve de mimétisme, c'est très très puissant. Au pire du pire, si on n'a rien de mieux à faire, ça synergise très très bien avec le ver de récif ou la boue mitotique qui vont nous gérer des marées de jetons, évidemment, puisque à la fin du tour, on va pouvoir le sacrifier avant de l'exiler et profiter donc du fait que lorsqu'il meurt, il met d'autres jetons en jeu. Casmina, sage de l'énigme. Sa première capacity dit que chaque autre Planewalker que nous contrôlons a les capacités de loyauté de Casmina, sage de l'énigme. Ce qui est en soi pas forcément hyper intéressant, mais ça peut toujours servir. Pour plus 2, elle fait regard 1, c'est toujours bien, ça accélère un peu notre jeu, mais ce qui nous intéressera le plus souvent, c'est son moins X, créer un jeton de créature 0/0 verte et bleue fractale et mettez X marqueur +1/+1 sur lui. C'est intéressant parce qu'on obtient un jeton avec des marqueurs, donc on peut soit le sacrifier pour proliférer, soit enlever un marqueur pour peupler. C'est absolument parfait dans notre plan de jeu. Le moins 8 va dire qu'on va pouvoir chercher dans notre bibliothèque une carte d'éphémère de rituel qui partage une couleur avec ce Planewalker, exiler cette carte puis mélanger. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana. Ce sera assez rarement intéressant, mais on verra plus tard que dans certains cas, ça peut éventuellement l'être. La dryade des jets de pouce, quant à elle, va créer un jeton saprobionte 1/1 à chaque entretien, c'est-à-dire que si on est 4 joueurs, on va pouvoir créer 4 jetons par tour complet de table, donc autant de matière à sacrifier pour notre commandeur, elle est très très intéressante. On va clore ce chapitre avec une des cartes les plus puissantes de notre deck, la genèse des Daleks. Au chapitre 1, on crée un jeton 3/3 Dalek, au chapitre 2, on en crée 2, au chapitre 3, on en crée 3, c'est-à-dire qu'à la fin du chapitre 3, on a créé donc 9 jetons. On va pouvoir retirer des marqueurs sapiens pour recommencer, sacrifier les Daleks pour proliférer, etc. Enfin, c'est parfaitement synergique avec notre plan de jeu. Mais en plus, à la fin, le chapitre 4 va dire qu'un adversaire ciblé sera confronté à un choix révoltant qui est le suivant. Soit on détruit toutes les créatures Dalek et chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal à leur force totale. Ça sera très souvent une condition de victoire immédiate. Soit on détruit toutes les créatures non Dalek, ce qui sera en général, là encore, une condition de victoire immédiate ou très rapide. C'est extrêmement puissant et si c'est pas géré, ce sera très rapidement un finisher. Commençons par ces trois excellentes cartes de pioche récurrentes. Le reboisement de Moiselière, à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons meurt, on gagne un point de vie et on pioche une carte. Donc à chaque fois qu'on va sacrifier une créature grâce à notre commandeur, on va pouvoir piocher en prime. Ezuri, lui, quand il arrive en jeu, si jamais on a beaucoup de mana, on pourra proliférer deux fois. Mais surtout, son passif dit qu'à chaque fois qu'on prolifère, on va pouvoir piocher une carte. Donc à chaque fois qu'on va sacrifier une créature avec notre commandeur pour proliférer, en plus on piochera une carte. Le mage des grands fonds, lui, c'est encore mieux, puisqu'il dit qu'il a l'évolution. Donc à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, si elle a plus que lui en force ou en endurance, on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui et
on va piocher une carte à chaque fois qu'on met un marqueur +1/+1 sur lui. À chaque fois qu'on prolifère, on pourra lui mettre un marqueur +1/+1 pour piocher une carte. À chaque fois qu'on va peupler, on va potentiellement mettre une créature plus forte qu'elle en jeu puisque on aura retiré un marqueur +1/+1 du mage des grands fonds pour peupler. Donc on va évoluer, remettre un marqueur +1/+1 et piocher. Ce qui veut dire que si on gère bien cette créature, on va pouvoir piocher une carte à chaque fois qu'on peuple et à chaque fois qu'on prolifère. Waka, le marchand itinérant, est une créature qui synergise particulièrement bien dans notre deck. Il dit qu'on peut, en l'engageant, retirer un marqueur d'un permanent non-terrain que nous contrôlons pour piocher une carte. Évidemment, vu le nombre de sagas qu'on a dans notre jeu, ça va nous permettre de les garder plus longtemps, de réutiliser leurs chapitres plus souvent, et en plus, en faisant ça, de piocher une carte. Notons des petites synergies intéressantes ou particulières, en tout cas, avec l'archimage du Vallon d'Elendra. Quand elle revient en jeu avec un marqueur -1/-1, on va pouvoir retirer ce marqueur grâce à Waka pour pouvoir piocher une carte et éventuellement la réutiliser du coup dans le même tour pour contrer un autre sort. L'Indolent des Gouffres, lui, dit qu'à chaque fois qu'on pioche une carte, on met un marqueur sur lui, et à chaque fois qu'on va enlever un marqueur avec Waka, on va piocher une carte. La synergie est aussi parfaite. Genova, la calamité antique, est aussi une excellente créature dans notre deck. C'est une créature qui est 1/5 et qui dit qu'au début du combat, pendant notre tour, on peut mettre un nombre de marqueurs +1/+1 égal à sa force sur une autre créature, et cette créature devient un mutant en plus de ses autres types. Mais elle dit aussi que à chaque fois qu'un mutant que nous contrôlons meurt, on va piocher un nombre de cartes égal à sa force. Alors déjà, en soi, c'est très très fort parce qu'on va pouvoir mettre des marqueurs sur les créatures qu'on a l'intention de sacrifier avec notre commandeur et au passage piocher des cartes, donc c'est toujours très très bon. Mais surtout, en combinaison avec le maître biomancien, c'est très très puissant puisque lui il dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, on va mettre autant de marqueurs +1/+1 que la force du maître biomancien sur cette créature et qu'elle devient un mutant en plus de ses autres types. Donc à chaque fois qu'on va créer un jeton qu'on aura l'intention de sacrifier, il va arriver avec plus de force grâce au maître biomancien. Ce sera un jeton mutant et si plus tard on arrive à jouer Genova, quand on sacrifiera ce jeton, on piochera plein de cartes. La synergie est vraiment très très forte. Nous avons ensuite deux sagas particulièrement intéressantes. D'abord, les Aesir s'échappent du Valhalla. Quand il arrive en jeu, on exile une carte de permanent de notre cimetière. On gagne autant de points de vie que sa valeur de mana. À la deuxième étape, on va mettre une créature ciblée que nous contrôlons en nombre de marqueurs +1/+1 égal à la valeur de mana de la carte exilée. Et à l'étape 3, on renvoie la carte exilée et la saga dans notre main. On va donc pouvoir récupérer ces deux cartes, une de l'exilé, une du cimetière, pour pouvoir les rejouer. C'est vraiment très intéressant. Alors, le but, bien entendu, ça va être de proliférer avec notre commandeur pour, plus rapidement aller de l'étape 1 à l'étape 3 pour permettre de laisser la plus petite fenêtre possible à nos adversaires pour qu'ils détruisent cette saga et qu'on perde la carte qu'on avait exilée depuis le cimetière. La rédemption du chasseur, en étape 1, il va nous créer un jeton de créature, ce qui est déjà en soi, rien que ça, est très très fort, parce qu'à chaque fois qu'on va sacrifier ce jeton, on va pouvoir proliférer pour remettre un marqueur sur la saga. Et à chaque fois qu'on va retirer un marqueur de la saga, on va pouvoir peupler. Ce qui veut dire que si on a des moyens de détaper notre commandeur, on a encore une fois une petite boucle très sympathique. L'étape 2 dit qu'on peut sacrifier une créature pour aller chercher une créature ou un terrain de base dans notre bibliothèque, la révéler et la mettre dans notre main. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire une sorte de tutor évidemment. Et enfin, l'étape 3, on va choisir deux créatures qui gagnent plus de piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça, ce sera très rarement utile dans notre plan de jeu. Un des problèmes de notre deck, c'est que nous avons des Planewalkers et des Sagas, cartes qui peuvent rapidement finir au cimetière, surtout si on n'arrive pas à garder en jeu notre commandeur, et donc c'est bien d'avoir prévu des moyens de les récupérer. Pour ça, nous avons deux mécaniques. D'abord, le témoin de l'évolution qui synergise de ouf avec notre commandeur, puisque pour une mana verte et une colorless, on va pouvoir adapter deux, c'est-à-dire mettre deux marqueurs +1/+1 sur lui s'il n'y avait pas de marqueur +1/+1 sur lui, donc très intéressant avec notre commandeur, parce qu'on va pouvoir retirer ces marqueurs pour peupler et les remettre ensuite. Et aussi, à chaque fois qu'on va mettre au moins un marqueur +1/+1 sur le témoin d'évolution, on va récupérer une carte de notre cimetière, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on va sacrifier une créature pour proliférer, on mettra un marqueur +1 sur le témoin et on pourra donc récupérer cette créature du cimetière. La synergie est juste parfaite, il nous permet à la fois de pouvoir proliférer et de pouvoir peupler. Muldrota, quant à lui, va nous permettre chaque tour de lancer un terrain et un sort de chaque type depuis notre cimetière. Donc on pourra rejouer des terrains qu'on a sacrifiés pour aller tutoriser d'autres terrains. On va pouvoir rejouer nos sagas, rejouer nos Open rejouer les créatures qu'on sacrifie. Bref, il est extrêmement fort. Et surtout, si notre commandeur se fait souvent gérer et qu'on a Muldrota en jeu, on pourra prendre le risque de mettre notre commandeur au cimetière pour le rejouer grâce à Muldrota. Ça peut éventuellement être intéressant, surtout si on a un sort de défense en main pour nous permettre d'assurer le coup au cas où.
OK, là, on va parler maintenant de ce qui va nous permettre de vraiment cogner nos adversaires de façon un peu plus décisive et violente. On va commencer par Riku. Riku, c'est une créature qui dit qu'à chaque fois qu'on va mettre un ou plusieurs marqueurs sur une créature qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour, ces créatures vont devenir imbloquables par nos adversaires. Autrement dit, à chaque fois qu'on va proliférer avec notre commandeur, on va rendre toutes nos créatures imbloquables. Enfin, toutes celles qui avaient des marqueurs, c'est-à-dire quasiment toutes nos créatures si on s'est bien débrouillé. Et en plus, elle peut voler les marqueurs des créatures adverses. C'est un bonus très intéressant. Beaucoup, beaucoup maintenant de cartes ont des marqueurs sur elle. Kimari, le gardien, lui, il a la vigilance, il est 3-3. Au début du combat, on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Déjà, rien que ça, c'est très fort, parce qu'on va pouvoir soit le retirer pour peupler, soit proliférer pour en rajouter. On va engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et ensuite, on va pouvoir en devenir une copie, si ce n'est que son nom restera Kimari, le gardien, qu'il aura la vigilance et cette capacité. Mais il ne restera pas forcément le type de créature qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne sera pas forcément légendaire. Donc ça veut dire qu'on pourra éventuellement ensuite le copier lui-même, et la copie, bien sûr, elle sera légendaire, ce sera l'original, mais la copie pourra de nouveau copier une autre créature et ensuite on pourra peupler et ainsi de suite. Donc ça peut donner une mécanique très, très forte où à terme on a plein de créatures qui à chaque fois qu'elles attaquent engagent une créature adverse, et deviennent de plus en plus fortes. Et enfin pour finir, la bête du Mordor, alors ça c'est très, très puissant, c'est 3-3 vol, ça a dévorement 1, quand elle arrive en jeu, on peut sacrifier autant de créatures qu'on le souhaite pour mettre autant de marqueurs +1/+1 dessus. Souvent, il suffira d'en sacrifier au moins une pour commencer à mettre en marche la machine. Et à chaque fois qu'on va proliférer, bien sûr, on va rajouter des marqueurs sur la bête pour la faire grossir. Et elle, à chaque fois qu'elle attaque, l'adversaire ciblé va perdre autant de points de vie que le nombre de marqueurs +1/+1 qu'il y a sur elle. Et nous, on va gagner autant de points de vie que le nombre de marqueurs +1/+1 qu'il y a sur elle. Et sachant que c'est pas forcément le joueur qu'on attaque qui va perdre ses points de vie. C'est extrêmement puissant. Notre commandeur permet de peupler, c'est-à-dire créer de copies de jetons de créatures. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on va vouloir copier? Alors voici des exemples très intéressants de créatures qu'on voudra copier avec notre commandeur. Commençons par la masse de biodéchets. C'est un limon 0-0 au départ qui dit que tous les limons que nous contrôlons gagnent +1/+1. Donc au départ il est 1-1 puisqu'il est lui-même un limon. Au début de notre entretien, si nous contrôlons un commandant, on va pouvoir créer un jeton qui est une copie de la masse de biodéchets. Et à chaque fois qu'on va peupler, on va pouvoir créer une nouvelle copie, ce qui veut dire qu'une fois qu'on en a deux, ils sont tous les deux 2-2. Quand on a trois, ils sont tous les trois 3-3. Puis quatre, ils sont tous 4-4 et ainsi de suite. Ils vont grossir au fur et à mesure. Notons qu'on pourra éventuellement les sacrifier, mais c'est pas le but bien sûr, pour activer l'autre capacité dans notre commandeur. La boue mitotique va synergiser particulièrement bien avec la masse de biodéchets. Une fois qu'on aura beaucoup de limons très très puissants, évidemment, on va pouvoir faire une belle attaque en masse grâce à ça. Notons que nous avons une autre carte dans notre deck qui fonctionne sur le même principe, c'est la brigade Galadrim. Eux, ils sont 2-2 au départ, mais quand ils arrivent en jeu, on peut payer une mana verte et une incolore pour créer une copie de lui. Il dit que les autres elfes que nous contrôlons sont +1/+1, donc quand on en a deux chacun et 3-3. Mais dès qu'on va en avoir un de plus, ils vont tous grossir, donc on va peupler et faire grossir au fur et à mesure comme ça une armée d'elfes de plus en plus puissant. Là encore, c'est aussi une condition de victoire à terme très très intéressant. L'imitation obsédante est un rituel très intéressant. Quand on va le lancer, chaque joueur va révéler la carte du dessus de sa bibliothèque et pour chaque carte de créature qui a été révélée de cette manière, on va créer un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que le jeton soit une créature 1-1, esprit avec le vol en plus de ses autres types. Si aucune carte n'est révélée de cette manière, on renvoie l'imitation obsédante dans notre main afin de pouvoir la rejouer. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des jetons d'à peu près n'importe quelle créature, c'est un peu imprévisible, y compris des créatures que nos adversaires pourraient avoir dans leur bibliothèque, et si elles sont pas légendaires, ensuite on va pouvoir peupler, ce qui est évidemment l'objectif, pouvoir avoir une armée de créatures, imprévisibles, et c'est très, très fun et ça peut même être très, très puissant. Le Mimic Progéniteur, quant à lui, quand il arrive en jeu, on va pouvoir copier n'importe quelle créature sur le champ de bataille, pas forcément une des nôtres d'ailleurs, et il a, au début de notre entretien, on va créer une copie de lui-même, mais les copies ne peuvent pas se copier elles-mêmes. C'est seulement la créature non jeton qui peut créer des copies. On va donner un exemple, par exemple, d'une carte dans notre deck qui serait très puissante si on s'amuse à faire ça, c'est le Maître Biomancien, puisque le premier qui va arriver va déjà être 4-6, puisqu'il est 2-4 de base. Il va arriver avec deux marqueurs +1/+1 grâce au premier Maître Biomancien, celui qu'on copie. Ensuite, au tour d'après, on va créer la première copie grâce au mimique progéniteur qui donc va arriver avec les deux marqueurs +1/+1 dus au premier maître
plus 4 marqueurs dus à la première copie. Donc il arrive avec 6 marqueurs +1 sur lui, autrement dit, il est donc, 8-10 et donc la prochaine fois qu'on va jouer un nouveau tour ou qu'on va en copier, il va arriver avec donc 8 + 2 + 4 et puis ainsi de suite. Enfin bref, on va créer des créatures de plus en plus puissantes, très rapidement ingérables et comme on peut peupler, on sera même pas obligé d'attendre le tour suivant pour que ça arrive, on pourra le faire plusieurs fois dans le même tour peut-être. C'est vraiment dévastateur. Nous avons ensuite 2 autres rituels très intéressants. On va commencer par le règne de l'abîme. C'est une carte qui est pas oufissime dans un deck normal, mais que je trouve très forte dans notre deck, puisqu'elle a une mécanique particulière. Quand on lance ce sort, chaque joueur va sacrifier une créature. Et nous, on va créer un jeton de créature X, X noir démon avec le vol, X étant la force totale des créatures sacrifiées de cette manière. Évidemment, nous, on va vouloir sacrifier la plus grosse créature possible. Bah, l'idéal serait un kraken, par exemple, ça serait parfait. Donc, si chaque adversaire sacrifie une créature qui a au moins 2 en force et que nous aussi, par exemple, on crée quand même un démon 6-6 vol, et à chaque fois qu'on va peupler, on va créer une copie de ce démon. Si on a sacrifié un kraken qui est 9-9 à la base, on aura un gros démon vol qu'on va pouvoir copier chaque tour, ou voir plusieurs fois par tour grâce à notre commandeur. C'est très efficace, évidemment. Donc à utiliser au bon moment évidemment ce rituel pour avoir la meilleure créature possible avec le démon qu'on va créer. La ville duplication d'Irenicus, quant à lui, évidemment, il est là pour copier notre commandeur. Parce qu'on va pouvoir avoir une jeton de créature non légendaire qui est une copie de notre commandeur, peuplée pour en créer des copies. Et donc, on a des copies qui pourront se copier elles-mêmes. Enfin, ça peut vite partir en cacahuète cette histoire. C'est absolument démentiel ce qu'on peut faire avec ce rituel dans notre jeu. Je sais que j'ai déjà parlé de ces 2 cartes, mais je voulais juste faire un petit rappel. Elles sont là et elles synergisent vraiment avec la capacité peuplée. La cuve de mimétisme peut nous permettre de copier n'importe quelle créature en jeu dès lors qu'elle est détruite et qu'elle meurt. Et répliquer peut nous permettre de créer une copie de n'importe quel jeton ou créature que nous contrôlons uniquement, pas celle de nos adversaires. Dans les 2 cas, ce sont des mécaniques très fortes. Et je rappelle que pour la cuve de mimétisme, si on peuple, le jeton qu'on va créer, lui, il ne sera pas exilé à la fin du tour. Il y a en tout 11 cartes de saga dans notre deck. C'est beaucoup et notre commandeur pourra pas retirer des marqueurs à toutes nos sagas en même temps si on en joue plusieurs. On a donc besoin d'avoir d'autres moyens de retirer les marqueurs de nos sagas. Shizei, le cœur de l'océan par exemple, au début de notre entretien, on va soit le sacrifier, soit renvoyer un marqueur sur une créature ou un permanent que nous contrôlons. C'est évidemment très synergique avec toutes nos sagas et au pire ça fera un 4-4 qu'on pourra sacrifier avec notre commandeur si on n'a rien de mieux à faire avec. Ensuite, le conduit d'alimentation, lui, il est encore mieux parce qu'on va pouvoir retirer un marqueur d'une saga pour mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc, quand on va proliférer par la suite, on va pouvoir dupliquer ces marqueurs +1/+1, ce qui est vraiment très synergique. Et puisqu'on parle d'un truc qui peut à peu près tout faire, le journal de Tarian est très intéressant dans notre plan de jeu. On va pouvoir sacrifier un autre artefact ou une autre créature pour piocher une carte. On peut le faire qu'à la vitesse d'un rituel, mais comme dans notre jeu, on peut être amené à créer pas mal de jetons et que notre commandeur, on pourra sacrifier qu'un seul par tour parfois. Ça peut être intéressant d'avoir d'autres moteurs de sacrifice pour en profiter de ces petits jetons-là et donc de piocher grâce à ça. Et surtout, si on n'a plus de cartes en main, on va pouvoir, ou voire même si on a des cartes qui ne nous intéressent pas forcément à l'instant T, on va pouvoir défausser notre main pour transformer le journal et il devient alors un terrain qui soit nous donne une mana noire lorsqu'on l'engage, soit nous permet de lancer un sort de créature depuis notre cimetière et il arrive sur champ de bataille avec un marqueur fatalité sur lui, marqueur qu'on va pouvoir retirer grâce à notre commandeur pour pouvoir peupler ou qu'on va pouvoir retirer grâce aux cartes qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire le pouvoir conduit et Shizei. Et on va finir avec ces 2 cartes qui synergisent aussi très bien dans notre plan de jeu. On commence par la machine lithoforme, c'est un artefact qui va permettre de faire 3 choses. D'abord, pour 2 incolores, on peut copier une capacité activée ou déclenchée ciblée que nous contrôlons. C'est-à-dire que lorsqu'on va engager notre commandeur pour proliférer ou peupler, on va pouvoir le faire une seconde fois en payant seulement 2 mana de plus, ce que je trouve vraiment très fort personnellement. Pour 3 mana et l'engager, on va pouvoir copier un sort d'éphémère de rituel ciblé que nous contrôlons. Alors on en a très peu dans notre deck, donc ce sera rarement utile, mais les peu qu'on a sont très forts. Donc si on arrive à les copier au moment où on les lance, ça fera des effets vraiment très intéressants. Et pour finir, la dernière capacité qui est sûrement la plus utile dans notre cas, c'est que pour 4 mana, lorsqu'on l'engage, on va pouvoir copier un sort de permanent ciblé que nous contrôlons. Donc si on lance un sort de créature et qu'on a assez de mana au moment où on le lance, on va pouvoir le copier, donc créer un jeton directement de la créature en question. Et ensuite, en peuplant, on va pouvoir copier à nouveau cette créature grâce à notre commandeur. La synergie est vraiment très forte. Volraj, le voleur de forme, quant à lui, il va faire
2 choses qui sont très intéressantes pour nous. Mais la première, surtout, au début du combat, on va pouvoir mettre un marqueur -1/-1 sur jusqu'à une créature ciblée. Alors ça peut être intéressant déjà pour notre créature qui a la survivance, si vous vous en souvenez, mais surtout on va les mettre sur les créatures adverses qui n'ont pas de marqueur +1/+1 sur elles tant qu'à faire, et on va ensuite proliférer pour leur rajouter des marqueurs -1/-1 et donc au fur et à mesure les éliminer. Et en plus, en payant une mana incolore jusqu'à notre prochain tour, on peut dire qu'il devient une copie de n'importe quelle créature ciblée qui a un marqueur sur elle, sauf que il reste 7/5 en plus et qu'il a cette capacité. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant, soit pour copier des créatures adverses qui ont des marqueurs, soit pour copier nos autres créatures et pouvoir, ainsi faire d'autres choses, très synergiques et très intéressants. C'est vraiment une très, très bonne carte, Volrage, moi je l'aime beaucoup. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de ce deck. Alors, je sais, j'ai encore fait une vidéo très très longue, ça devient une habitude décidément ces derniers temps. Mais c'est un deck qui est assez riche, assez technique, assez intéressant à jouer. Il y a beaucoup d'interactions, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez tenu jusqu'à la fin. En tout cas, merci beaucoup. Mettez-moi vos commentaires, ça fait toujours vraiment très plaisir de les lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner, ça aide et ça soutient mon travail. C'est beaucoup de travail, croyez-moi, de faire ces vidéos. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis Sir Galahad et il est temps pour moi de me dégager et de vous souhaiter bon jeu.